Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. S'il faut bosser 2 fois plus qu'un autre pour payer ses études quand on n'a pas papa derrière soi, ça n'offre pas que des inconvénients. Ainsi, moi, ça m'a permis de rencontrer Harry Batson, en chair et en os, si je puis dire. Pour avoir un jour ma place à la Cour suprême, un vieux rêve d'enfance, il me faut d'abord me payer mes études de droit, n'est-ce pas? Et même à Los Angeles, ça n'est pas donné. C'est pourquoi je travaille comme membre du département des shérifs en tant qu'officier du service de haute surveillance de la prison d'État. Oui, je sais, comme ça, au premier coup d'œil, ça en jette, hein? En fait, je fais des rondes comme n'importe quel gardien, mais avec un peu plus de responsabilité. C'est-à-dire que c'est sur mes doigts qu'on tape d'abord en cas de pépin. Mais je ne suis pas là pour discourir sur ma condition d'étudiant pauvre mais ambitieux. On est des milliers dans ce cas. Revenons donc à ce cher Harry Batson. La première fois que je le vois, il arpente sa cellule de long en large. C'est un grand type, pas moins de 2 mètres, avec des épaules assorties et des doigts comme des bûches. Vous voyez, le genre de quartier de bœuf de 135 kilos. Cela dit, en dépit du gabarit, une mollesse maladive se dégage de l'homme. Une face ronde avec des petits yeux bleus pâles, des boucles blondes, des lèvres roses légèrement humides. Moi, je le verrais bien présenter une pub pour des couches-culottes. À 29 ans, il a gardé l'apparence douce et choyée d'un adolescent trop lourd pour son âge. Tout à fait le genre de type que des femmes d'un certain âge aiment dorloter. Comme le hasard fait qu'il soit le seul détenu du quartier de haute surveillance, je m'arrête tout naturellement à hauteur de sa cellule. Il est assis sur le rebord de sa couchette en train de lire un livre de poche en croquant une tablette de chocolat aux noisettes. Un gros môme attentif et gourmand. À l'heure qu'il est, le jury, dans son procès engagé pour meurtre, délibère depuis 1 jour et demi pour savoir si, oui ou non, il a tué sa femme. Le verdict traîne en longueur et je m'attends à ce qu'il manifeste des signes de tension. En principe, chaque minute doit lui sembler un siècle. Eh bien, non. Chocolat aux noisettes et livre de poche. En me voyant approcher de sa cellule, il se redresse et vient contre la grille pour tailler une bavette. Ah, parfait, une nouvelle tête. La façon dont il tient sa barre de chocolat donne envie de croire qu'il vient de la chaparder au drugstore du coin. Je me dis que ce type n'est pas là pour une barre de chocolat, mais pour un meurtre. Bon sang, il faudra que j'apprenne un jour à ne plus me laisser sensibiliser par les apparences. Ouais, une nouvelle tête, fais-je en réprimant l'envie nerveuse de préciser que la mienne, au moins, ne risque rien. Il me scrute attentivement. Ses petits yeux, du coup, deviennent nettement moins innocents. J'étais en train de me dire que j'allais être obligé de parler tout seul, si j'avais besoin de causer. Des choses qui arrivent, Harry, dis-je en haussant les épaules. Il détourne la tête et considère sa cellule. Dites-moi, c'est vrai que ça a été la cellule de Chessman? Chessman. Un condamné bien plus célèbre que lui. C'est curieux combien certains hommes cherchent la célébrité, même au fond d'une cellule.
Je l'ignore, Harry, mais ça n'est pas impossible. Il a été jugé à Los Angeles et a eu des tas de procès aux tribunaux de toute manière. C'était bien avant mon temps, bien avant. J'ai beaucoup lu sur lui, me dit Batson. Réjouissez-vous de ne pas avoir à craindre de terminer de la même façon, Harry, parce que la chambre à gaz... Contrairement à toute attente, il me gratifie d'un large sourire. Eh, quand il n'y a pas de cadavre, on ne risque pas de passer dans la chambre à gaz, hein? En effet, Harry. Du moins, en général. Ah, vous pensez? Ce serait bien trop gênant au cas où la victime se ramènerait tranquillement en vie quelque temps après, n'est-ce pas? Effectivement, Harry. Ce serait plutôt gênant. Il engloutit la moitié de sa tablette de chocolat aux noisettes. C'est d'ailleurs pourquoi je m'en fais pas trop. Ce fameux jury ne pourra jamais me déclarer coupable. Je ne peux m'empêcher de le regarder des pieds à la tête. La tranquille assurance de ce type me fascine littéralement. Son cas a fait la une des journaux depuis des mois. Un type jeune et bien de sa personne, accusé d'avoir tué sa riche épouse de 15 ans, son aîné. Un cadavre introuvable à la clé. Bref, les ingrédients idéaux pour la cuisine journalistique. On n'hésite pas à donner l'instruction officielle du meurtre, cependant que le corps de la victime manque à l'appel. Et les titres des journaux qui s'épaississent au plat du jour, les paragraphes qui s'allongent au menu. Ce colosse innocent a-t-il ou non tué sa riche épouse? Peut-on l'envoyer à la mort sur de simples présomptions? C'est la raison pour laquelle le jury délibère depuis si longtemps, raison pour laquelle aussi Harry Batson affiche tant de désinvolture. Mais n'en affiche-t-il pas un peu trop? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Le soir, je bosse pour payer mes études de droit. Je fais des rondes dans le service de haute surveillance de la prison d'État. C'est ainsi que je rencontre Harry Batson, accusé d'avoir tué sa riche épouse. Le problème, l'unique détail embarrassant, voyez-vous, c'est qu'on n'a pas retrouvé le cadavre. Harry Batson termine sa tablette de chocolat, fait une boule avec le papier argenté et le lance dans un coin de sa cellule en visant soigneusement une cible imaginaire. Il sourit comme si cette cible était le jury qui délibère sur son cas à l'instant même. Tant d'assurance de la part d'un type dont la tête est en jeu me sidère. Ou il est innocent, ou alors terriblement sûr de son affaire. Toute l'affaire a commencé 1 an plus tôt par la découverte banale d'une voiture abandonnée dans un endroit sauvage quelque part entre Los Angeles et San Francisco. La voiture de Harry Batson. En essayant de l'avertir, les autorités se sont vite aperçues que Batson et sa femme avaient disparu aussi. Quelques efforts furent tentés pour découvrir où ils étaient passés, mais l'affaire fut vite mise de côté. Il y a des tas de choses insolites qui se passent tous les jours, bien plus intéressantes qu'une bagnole abandonnée et ses propriétaires disparus. Mais là où l'intérêt grimpa en flèche, c'est lorsqu'au bout de quelques semaines, Harry Batson reparut tout seul, émergeant des broussailles et brandissant une histoire à dormir debout. Je le regarde de l'autre côté de la grille allumer une cigarette et souffler lentement la fumée par les narines. De vous à moi, Harry. Elle est vraie, cette histoire que vous avez racontée aux flics? Non, je sais bien qu'il ne me dira pas le contraire, mais ça n'est pas par hasard que je suis étudiant en droit. J'aime avoir ma propre version des faits. Harry Batson soupire. Ah, ça ne sera jamais que la 1000e fois que je la raconterai, dit-il en se curant les ongles. Bien, nous sommes partis faire un tour dans la nature sur un coup de tête. Elle avait envie de quitter la ville et nous avons pris ma bagnole. Alors que nous roulions en plein bled, elle me dit que le coin est chouette et qu'elle aimerait bien faire une balade.
Ok. Je me gare et nous voilà partis dans la nature sauvage du Far West. Mais le problème, c'est que Nelly et moi, on n'était pas des cow-boys. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et vous vous êtes perdus, dis-je, connaissant la réponse. En effet, on s'est perdu, tellement perdu qu'on s'est même perdu de vue. Je l'ai appelé, j'ai crié, j'ai même allumé un feu sur un rocher. Pas de Nelly. Je l'ai cherché pendant des jours, vous m'entendez? C'était vraiment sauvage comme endroit, vous savez. À force d'errer au hasard, je me suis retrouvé sur une route secondaire et je me suis assis et j'ai attendu en me disant que c'était la seule chose intelligente à faire depuis 3 jours. Ouais. Et c'est alors que les flics passèrent par là. Exactement. Une patrouille. Ils m'ont pris pour un vagabond. Ouais, je suppose que vous aviez l'air assez crasseux pour ça, Harry, non? Ah oui, plutôt, oui. Dites, vous vous êtes déjà baladé dans la Sierra pendant des jours en costume de sport, vous? Non. Mais j'imagine assez ce que ça peut donner. Mais on n'a jamais retrouvé votre femme, Nelly. Il se contente de hocher la tête avec lassitude. Pourtant, la police avait utilisé les grands moyens. Hélicoptère, battu, chien policier, en vain. La quinzaine qui a suivi, la police reçoit un courrier considérable et des dizaines de coups de téléphone émanant d'amis, de parents, de connaissances de Nelly. Tous doutent de l'authenticité de l'histoire racontée par Harry Batson et s'empressent d'en désigner les failles. Harry et Nelly sont des citadins indécrottables qui n'ont jamais témoigné d'intérêt particulier pour la randonnée, l'observation d'animaux sauvages ou la géologie de terrain. Bref, quel motif auraient-ils eu d'abandonner une voiture climatisée pour aller errer dans les épines et les rochers sous un soleil écrasant? Autre chose, Harry Batson a déclaré avoir vécu de baies sauvages et de racines. Comment Dieu, ce spécialiste du poker et de la planche à voile, a-t-il pu reconnaître les baies comestibles des autres? En outre, comment se fait-il qu'il n'ait pas maigri? Ses vêtements sont toujours à sa taille alors qu'il ne sait pas chasser. Pour tout dire qu'il n'a jamais été scout. De nouveaux témoignages se greffent sur l'enquête qui suit. Notre Harry a été marié et divorcé à 2 reprises. Ses ex-épouses étaient toutes 2 riches et plus âgées que lui. Toutes 2 ont demandé et obtenu le divorce pour cruauté physique. L'une d'elles a même ajouté qu'il avait volé ses bijoux en partant. Pas bon, tout ça, Henry. Quand on a fouillé leur appartement, on s'est aperçu, grâce au témoignage de la meilleure amie de Nelly, que les seuls vêtements qui manquaient étaient une tenue de cocktail et une paire d'escarpins à hauts talons. Pas précisément ce qu'on porte pour affronter la Sierra. Peu à peu, la police opte pour l'hypothèse suivante. Nelly est assassinée à Los Angeles. Harry transporte son corps et le fait disparaître dans la nature. Il campe quelques jours sur place, en prenant bien soin d'enterrer ses boîtes de conserve vides, puis réapparaît pour raconter ses balivernes à qui serait susceptible de les croire. Non, Harry, non. Il faut surtout pas prendre les poulets de Los Angeles pour des canards sauvages. Quant au procès, tel qu'on le rapporte dans la presse, il est bien plus excitant qu'on pourrait s'y attendre. En effet, quelques semaines auparavant, une femme accusée du meurtre de son mari a été acquittée alors que tout l'accablait, grâce à son avocat qui s'est employé à avilir la mémoire de la victime. En effet, il a projeté sur cet homme une lumière si lugubre, des aberrations sexuelles si grotesques que le jury a déclaré la jeune femme non coupable. Harry décide d'employer la même tactique. Il faut dire qu'il est brillant parleur, Harry, à tel point qu'il refuse l'avocat commis d'office, préférant plaider sa cause lui-même. Après avoir survolé son histoire d'exploration désastreuse, conscient du scepticisme général, il se met à attaquer son épouse. Oh, pas en bloc, bien entendu, non, en
crescendo subtil, il parvient à en faire un des êtres les plus abjects que l'humanité ait eu à déplorer en son sein. Lorsqu'il donne la dernière touche au portrait, la victime du cas précédent apparaît à côté de ce monstre tout auréolé de sainteté. En me remémorant ce plaidoyer, faut-il le dire, brillant, je me dis que ce type derrière les barreaux aurait fait un redoutable avocat. J'en suis là dans mes pensées quand le téléphone intérieur sonne. Je quitte Harry Batson et vais décrocher. L'officier principal m'annonce que les jurés ont levé la séance quelques instants plus tôt, mais comme nous sommes dimanche, Harry Batson devra patienter jusqu'au matin avant de prendre connaissance de son sort. Lorsque je vais lui annoncer la nouvelle, il me décoche un sourire plein d'assurance et déchire l'enveloppe d'un bonbon. Malheureusement pour lui, il s'avère que sa confiance n'a touché personne d'autre que lui-même. Le verdict tombe le lendemain matin. Harry Batson, coupable. Sur le chemin de la prison, j'achète un journal et j'apprends que, toute brillante que fût sa tactique de défense, les jurés ont été indisposés. À l'unanimité, il déclare, je cite, « Personne ne pourrait réellement croire qu'il ait pu se perdre dans les broussailles. S'il avait été moins haineux envers sa femme, qui sait? Peut-être aurions-nous opté pour un verdict différent. Nous pensons tous qu'il y a quelque chose de louche chez un homme qui ne trouve absolument rien de bon à dire sur sa femme, et il n'a pas eu un seul mot de sympathie à son égard. » Arrivé à la prison, je trouve Harry Batson complètement métamorphosé par rapport à la nuit précédente. Dans une rage folle, il arpente sa cellule en crachant des imprécations. Brusquement, il se tourne vers moi et plaque ses mains sur la grille d'acier. Jamais auparavant, je n'ai croisé un regard tant chargé de haine. C'est alors que je sens que Harry Batson est capable de tout. « Mais oui, bien sûr, je l'ai tué !» crie-t-il. « Plus besoin de le nier maintenant. Mais être déclaré coupable pour une mauvaise raison, ça me donne envie d'exploser !» Instinctivement, je recule d'un pas. Oui, nous avons fait ce voyage dans la cambrousse. Oui, on avait bu, on a sauté dans la bagnole et on a démarré. Ensuite, je me suis vraiment perdu dans ces sacrés bois. Mais puisqu'ils veulent tous un mot de sympathie pour Nelly, eh ben je vais vous le dire, moi. Ouais, je vais vous le dire, ce mot de sympathie. Elle était très bonne, Nelly. Elle était très tendre. Je dirais même succulente. Vous m'entendez? Succulente! J'en reprenais 2 fois à chaque repas! Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.